santé de Tchibichou. Merci beaucoup. Donc, le temps est un peu presse. Donc, les autres, si vous pouvez, au niveau du chat, envoyer votre nom, prénom, votre fonction. Et lorsque vous allez poser des questions, vous allez profiter pour vous présenter. Nom, prénom, fonction et puis votre district. Nous allons donner la parole aux membres de notre équipe UP de se présenter. Je suis Dr Vetano Anik, médecin de santé publique. Je vais animer la session. Je vais passer la parole à notre manager technique, Dr Kwasi Bouquet se présente. Et on a le professeur Bissangini, notre maître qui est connecté, qui va aussi se présenter et donner la parole aussi à l'expert de se présenter. Docteur Kwasi, bonjour. Bonjour, Dr V. Bonjour à toute la communauté. C'est un plaisir pour nous d'être encore là, de venir apprendre aussi de vous. Donc, je suis Dr Kwasi, médecin de santé publique. Voilà, et nous coordonnons ce programme avec toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Kwasi. Il y a M. Koulibaly Ulrich, il est là, s'il peut se présenter. Bonjour à tous. Je suis M. Koulibaly Ulrich, le chargé de programme. OK, merci beaucoup. Nous allons donner la parole à un de nos patrons qui nous appuie, M. Kona Alphonse, s'il peut se présenter. Bonjour, M. Kona Alphonse. Bonjour, Dr V. Je tiens vraiment à faire mes hommages à professeur Bissangene. Et comme vous le dites, je ne suis pas un de vos patrons, je suis un de vos serviteurs. Je suis Kona Alphonse, consultant régional pour le projet ECHO. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole au cher maître, professeur Bissangini, qui n'arrête pas de nous soutenir, de nous accompagner. Cher maître, bonjour. Vous vous présentez, professeur. Bonjour. Bonjour, cher maître. Merci pour votre présence. Bonjour, docteur B. Comme vous l'avez dit, moi, je suis le professeur Emmanuel Bissangene. Je suis membre du comité scientifique du projet Éco-Malaria. Merci, cher maître. Merci pour tout. Okay. Nous allons passer la parole à notre Haïti, M. Konaté, pour qu'il se présente, et nous allons terminer par l'expert du jour, Dr Olo. Olungue Saint-Luc. Bonjour à tous, je suis Moussa Konaté, de Haïti disciple ECO INSP Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à notre expert du jour qui est Dr Olungue Saint-Luc, gynécologue, maître assistant université Félix Oufoué-Boigny, service de gynécologue Cédric Chu de Yopougon. Cher expert du jour, merci d'avoir accepté de présider cette séance. Nous allons vous donner la parole pour que vous puissiez vous présenter. Docteur Olou, vous êtes avec nous. Ouvrez votre micro pour vous présenter. Le micro est ouvert, je pense. Le micro est ouvert, oui. En fait, moi c'est Dr Olungue Saint-Luc. Je suis médecin gynécologue obstétricien au CHU de Yopougon. Également maître assistant à l'université Félix. OK, merci beaucoup, cher expert. Nous allons rapidement dérouler l'agenda du jour et puis faire passer les consignes pour une bonne session éco rapidement. Et on va commencer par la présentation de cas. Mesdames et messieurs, ceux qui n'ont pas pu se présenter, qui mettent leur nom, prénom dans le chat avec leur origine. Merci beaucoup. Donc, après la présentation des participants, nous allons passer à la présentation du cas, suivi des questions de clarification des participants, ensuite des questions de clarification de l'expert. Et après, nous allons passer aux recommandations des participants, aux recommandations de l'expert. Et après avoir fait la synthèse des recommandations par l'expert, nous allons passer à la présentation didactique de l'expert, Dr Olungue Saint-Luc, et suivi d'échanges, et nous allons faire la clôture de la session. Nous allons passer en boucle rapidement les consignes pour une bonne session éco. OK.
pour une bonne session écho. Fermez votre micro lorsque vous ne parlez pas. Gardez votre vidéo allumée tout au long de la session et positionnez votre caméra correctement avec un éclairage adéquat. Lorsqu'on vous demande de vous présenter, activez votre micro et dites votre nom, le nom de votre organisation et votre lieu de travail. Lorsque vous avez la parole, gardez votre téléphone portable en mode silencieux. Assurez-vous d'avoir un débit Internet suffisant. Posez des questions, levez la main physiquement ou utilisez les fonctions de lever de la main de Zoom. Ne divulguez pas d'informations de santé protégée ou d'informations personnelles identifiables. On continue l'IT. Veuillez échanger dans le chat avec le IT pour des problèmes de Zoom. Veuillez aussi entrer. Ça a déjà été dit. La session est enregistrée et cela vaut aussi votre consentement. L'IT reste le dernier. OK. Pour obtenir un certificat de participation, vous devez remplir un court sondage. Nous fournirons un lien dans le chat pour accéder à l'enquête vers la fin de la session. Le lien est accessible pendant les 48 heures seulement. Le projet ECHO collecte les inscriptions, la participation, les questions-réponses, les commentaires de chat et les réponses aux sondages qui seront partagés. Vos données personnelles resteront confidentielles. Ces données peuvent être utilisées pour des rapports, communication, enquête, l'assurance qualité et l'évaluation. La recherche est pour informer. Merci beaucoup. Vous pouvez scanner le code QR pour rejoindre le groupe WhatsApp. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, on a un docteur Abiba Konaté qui est notre coordonnatrice ECHO qui va rapidement se présenter et on va passer par la présentation de cas. Bonjour, docteur Konaté. Vous pouvez présenter rapidement avant la présentation de cas? Bonjour, docteur V. Bonjour à toute l'équipe. Je suis professeur Konaté Abibato et pour Touré. Je suis maître de conférence en agrégation en parasitologie et également à l'INSP, plus précisément au centre de recherche de lutte contre le paludisme. Donc, je dis vraiment félicitations à toute l'équipe pour cette deuxième session d'écho. Merci. Merci, professeur. Merci. C'est notre coordonnatrice. Merci vraiment de lui donner des signaux. Nous allons passer tout à l'heure à la présentation de cas, comme j'ai dit tantôt, par Dr Oka Mathurin Quadio, notre champion de ce jour. Vraiment, il faut lui dire merci, lui envoyer des signaux pour lui dire merci de nous avoir trouvé ce cas, d'accepter ce cas sur la prise en charge du paludisme au premier trimestre de la grossesse. Monsieur Conan Alphonse, si vous pouvez positionner le cas, partager le cas pour que le docteur Oka puisse faire la lecture de ce cas. Merci. Je crois que c'est Konaté qui peut avoir. Konaté? Oui, je pense que c'est Konaté qui a le cas. OK, d'accord. Docteur Oka, vous avez la parole. Merci. Merci, docteur V. Merci à toute la communauté. Encore une fois, je suis docteur Oka Mathurin. C'est la seconde fois que je présente un cas. Le cas précédent, c'était celui du 16 juin, je crois, qui était relatif à un cas qu'on devait présenter chez un patient qui a déjà utilisé des antipaludiques avant son admission au centre de santé. Ce second cas, c'est plutôt c'est une autre patiente, mais cette fois-ci, c'est à la maternité. Donc, on va aller directement au résumé du cas, je crois, hein, au résumé du cas, parce que là, c'est juste des valeurs. Donc, on va aller directement au résumé du cas. Voilà, donc, c'est une patiente. Il faut descendre, il faut descendre. On va remonter peut-être après. Voilà, juste, c'est bon. Voilà, il s'agit d'une patiente, d'une dame de 34 ans
qui a été reçu le 22 mars 2024 au centre de santé pour une fièvre, des céphalées et des vomissements évoluant depuis 3 jours. La tête, tu peux remonter. Il faut remonter, Non, évoluant depuis descends. 3 jours. Descends alors. Descends. Voilà. Descends. Descends, descends. Au début du résumé, voilà. Donc, je reprends. Il s'agit d'une dame de 34 ans qui a été reçue le 22 mars 2024 dans notre centre de santé, qui est un établissement sanitaire de premier contact, pour une fièvre, des céphalées, des vomissements évoluant depuis 3 jours. Comme antécédents personnels médicaux, elle n'est pas diabétique, elle n'est pas hypertendue. Au niveau des antécédents chirurgicaux, il n'y a aucun antécédent. Gynécologique, elle a sa deuxième génicité et première parité. Et on note une notion d'aménorrhée de 6 semaines environ à la date du 22 mars, donc date de consultation, chez une patiente normalement réglée. Mode de vie, c'est une salariée. Elle est en couple. Elle n'est pas tabagique. Elle ne consomme pas d'alcool. Elle a fait une automédication, je crois, 2 jours avant son admission, à base de paracétamol comprimé, en raison de 2 comprimés 2 fois. Comme histoire de la maladie, c'est une maladie qui a débuté le 19 mars 2024 par l'apparition des céphalées de fièvre intermittents rebelles au paracétamol, parce que malgré qu'elle ait pris le paracétamol, la fièvre persistait, suivi bien sûr 2 jours après par des vomissements, en raison de 2 vomissements de la veille et des vertiges, comme j'ai dit 2 jours avant, avec des seins tendus et sensibles. Comme examen clinique, c'est une patiente que nous avons reçue en bon état général, avec des conjonctives légèrement colorées et une absence d'urtère. Un bon état nutritionnel, pas de prise de déshydratation, l'abdomen était souple, sans masse palpable, l'examen du cœur et des poumons était sans particularité. Par contre, au toucher vaginal, examen gynécologique, nous avons un col postérieur, ramolli fermé avec un doigté propre, la taille de l'utérus était augmentée. Donc, nous avons conclu devant, bien sûr, la fièvre, hein, je crois plus haut, qui était à 38 degrés 5, avec un pouls à 90 battements par minute. Nous avons conclu, bien sûr, un syndrome infectieux. L'examen paraclinique ou l'examen paraclinique réalisé devant les signes, hein, de fièvre, hein, et d'antécédents de fièvre, parce que la veille, elle en a fait. Nous avons fait une goutte épaisse qui est revenue positive avec 260 tophozoïdes. On a fait une numération formule sanguine. Je crois que je n'ai pas inscrit le nombre de blancs, mais autour de 8000 blancs, 8000 globules blancs, avec un taux de d'hémoglobine à 11,7 g, une glycémie à 0,95. L'urée et la créate, l'urée à 0,35 g par litre et la créatinémie à 13,24 g par litre. Nous avons fait un test de grossesse parce qu'elle a noté une notion d'aménorrhée, hein, durant 6 semaines à la date de la consultation. Donc, d'où l'indication du test de grossesse, qui est un test d'orientation qui est revenu positif. Nous avons posé le diagnostic de paludisme simple sur une grossesse probable, qui devait évidemment être confirmée par l'échographie. Donc, devant ce cas, nous avons donc préconisé comme traitement, c'est-à-dire l'ordonnance que nous avons prescrit, il s'agissait du Kinemas comprimé, hein, dosé à 500 mg à raison de 1 comprimé, parce que son poids, je crois, c'est de 57 kg. Donc, nous avons fait 500 mg 3 fois par jour, espacé de 8 heures pendant 5 jours. Ça, c'est l'ordonnance qui a été prescrite, accompagné du paracétamol 500 mg à raison de 2 comprimés 2 fois par jour pendant 3 jours au moins. Le Vogalin suppositoire parce que vomissait, donc un suppo 2 fois par jour. Et bien sûr, vu l'anémie, nous avons prescrit le fer plus la sulfurique à raison de 1 comprimé par jour.
évidemment que nous avons associé à ce traitement des conseils génodiététiques la sensibilisation et l'utilisation de la MILDA. Il faut dire qu'à cette époque, nous étions en rupture de MILDA parce qu'en prélude, bien sûr, la distribution de MILDA qui va avoir lieu dans le mois de juillet, je crois, le district, le centre de santé était en rupture. Donc, nous avons quand même conseillé, si possible, d'utiliser des MILDA et puis l'assainissement de son cadre de vie ainsi que le respect de la des CPN parce qu'on a profité en même temps pour faire sa consultation, sa première consultation de CPN. Suite à l'administration, bien sûr, du traitement préétabli que nous avons établi plus haut, je crois que le lendemain, quelques jours après, elle a présenté des douleurs pelviennes et des métorragies de moindre abondance, quelques heures après la prise des médicaments, occasionnant sa seconde consultation le lendemain matin. L'examen général réalisé, bien sûr, était superposable à celle de la veille, seulement que l'examen gynécologique a mis en évidence au spéculum la présence de sang d'origine vaginal, un utérus augmenté de taille avec un col utérin fermé et le cul-de-sac latéraux libres. L'échographie réalisée le même jour a révélé la présence d'une grossesse monoembryonnaire intra-utérine avec un décollement trophoblastique de 11 mm. L'âge gestationnel, monsieur indiqué à l'échographie, était de 6 semaines puis 6 jours. L'hémoglobinomètre nous a donné un taux d'hémoglobine à 10 grammes 9. La conduite à tenir devant ce cas d'hémorragie a consisté systématiquement à l'arrêt du kinimas parce que nous avons suspecté le kinimas comme étant à la base de ces saignements. Donc, par précaution, nous avons arrêté le kinimas. Nous avons administré un antispasmodique, d'abord par voie injectable avec un relais par voie rectale. Nous avons maintenu le Lacfol et le fer plus la sulfurite. Et nous avons bien sûr fait une référence à l'hôpital, à l'établissement public hospitalier régional d'Abengourou, anciennement appelé CHR, avec la précaution de notifier le cas suivi de pharmacovigilance. Alors, le suivi post-référentiel, la dame s'est rendue plus tôt dans une clinique de la place où elle aurait bénéficié, j'ai dit aurait parce que je n'étais pas là-bas, ce sont ces dit. Elle aurait bénéficié, bien sûr, d'un traitement à base d'artéméter injectable pendant 5 jours. Nous l'avons reçu un mois après sa CPN1 parce qu'effectivement, juste après le traitement clinique, nous n'avons pas pu la contacter, mais elle serait elle-même venue en CPN2 un mois après. Et à cette CPN-là, je crois, nous avons fait une échographie qui a révélé une grossesse monofœtale d'environ évolutive de 20 semaines puis 6 jours, avec un thème fixé au 11 novembre 2024. Je crois, à ce jour, elle a sorti un CPN avec la SP et MIDA en cours de distribution. Le rendez-vous fixé pour la prochaine CPN, bien sûr, est fixé au 2 août 2024. Alors, ce cas, nous l'avons présenté parce qu'effectivement, c'était un cas de paludisme sur grossesse. La prise en charge, selon les directives, consiste à l'administration de quinine comprimée en raison de 25 mg kg par jour, espacé de 8 heures. Et suite après l'administration de la quinine, elle a présenté des saignements. Donc, étant un établissement de premier contact, n'étant pas appelé à manipuler, bien sûr, l'artéméter et l'artesunate, qui est indiqué dans le cas de paludisme grave, nous avons donc référé un centre de santé. Là-bas, elle a bénéficié de l'artéméter et effectivement, ça nous a posé problème parce que nous n'avons pas compris pourquoi l'artéméter avait été, bien sûr, administré. Et puis bon, donc voici un peu la raison pour laquelle les raisons qui nous ont poussé à présenter ce cas. Aussi, il faut rappeler aussi que c'est des cas que nous entendons de façon fréquente dans nos centres de santé parce que nous faisons des supervisions. Et au cours, bien sûr, des supervisions, nous avons constaté que les sages-femmes
ont tendance à diminuer la dose de la quinine comprimée, hein, en raison de 250 mg 3 fois par jour, sous prétexte que la dose de 500 mg est à la base du saignement. Et il y a aussi certains cas où on a vu la TMT qui était utilisée de façon systématique. Et quand on a eu ce cas en masse, je crois que nous avons fait ce qu'il fallait faire. Et c'était pour moi l'occasion aujourd'hui de présenter ce cas pour qu'en face des experts, en face de chacun puisse apporter son expérience. Et puis, de façon collégiale, nous puissions décider quelque chose de façon définitive devant ce cas. Merci beaucoup, docteur chers Oka. amis. Voici un peu le but de notre présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Oka. Envoyez des signaux pour dire merci à notre champion de ce jour. Donc, je vais résumer rapidement le cas. Donc, il s'agit d'une patiente de 34 ans, pesant 57 kilos, sans antécédent particulier, qui est venue pour un syndrome infectieux au premier trimestre de la grossesse et qui a reçu du Kinimas, 500 mg, un comprimé 3 fois par jour pendant 5 jours, du paracétamol, du Vogalène et plus supplémentation en fer et acide folique. Et à la suite de cela, le lendemain, elle est venue pour des saignements, métrorragie, après la prise en charge, après les médicaments, elle est venue pour métrorragie et douleurs pelviennes. Et l'examen au spéculum à son arrivée a révélé la présence de sang d'origine endo-utérine. L'utérus était augmenté au toucher avec un col utérin fermé et des culs de sac libres. Et la conduite à tenir s'est faite avec un arrêt du Kinimas, la mise sous antispasmodique, et elle a été référée dans un centre de santé. Et à la clinique, elle a été mise sous artéméter injectable pendant 5 jours. Et la dame a été reçue à sa deuxième CPN, où l'échographie a montré une grossesse évolutive de 20 semaines. Donc, ce cas a été présenté. Docteur Oka, est-ce que j'ai été fidèle au résumé de ce cas? Oui. Merci beaucoup. Oui. Donc, nous allons, après la présentation de ce cas, nous allons donner la parole à notre participant pour poser des questions de clarification. Mesdames et messieurs, posez des questions de clarification. Ensuite, l'expert va poser des questions de clarification. Encore merci, docteur Oka. Envoyez-lui des signaux pour lui dire merci. Je vous en prie. Des questions de clarification, mesdames et messieurs, pour mieux comprendre le cas. Docteur Diomandé, Fabienne, est-ce que vous avez une question de clarification pour comprendre le cas? Docteur Seka, bonjour. Vous avez une question de clarification pour comprendre le cas? Ou nos amis du Niger ou de la Guinée? Non, ça va. Docteur Seka, ça va. OK. Docteur Kouadio Olysée, bonjour. Est-ce que vous avez une question de clarification? Docteur Abro Innocent qui a la main levée. OK, docteur Abro, ouvrez votre... je ne vois pas tout le monde, excusez-moi. Docteur Abro, pouvez-vous ouvrir votre micro pour poser votre question de clarification? Oui, merci beaucoup, docteur V. Merci beaucoup, docteur Oka, pour sa présentation. C'était pour savoir par rapport à l'arrêt de la quinine. Est-ce que, docteur Oka, vous avez essayé de demander à la patiente, est-ce que la prise de la quinine, parce que généralement, c'est l'espacement aussi pose un problème. Est-ce que vous êtes assuré de l'intervalle de prise, de 8 heures d'intervalle entre 2 prises? Est-ce que vous avez pu vérifier cette information? Merci. Merci beaucoup, docteur Abro. Docteur Oka. Oui. Vous avez compris la question? Oui, j'ai compris, effectivement. La première prise a eu lieu exactement autour de 16 heures. Parce qu'elle est arrivée, je crois, autour de 10 heures, 10 heures, 11 heures.
le temps de trouver le comprimé, le médicament en pharmacie. La première prise a été autour de 16 heures et les saignements ont commencé autour de 20 heures. Voilà, c'est autour de 20 heures qu'elle a saigné. Et c'est le lendemain, bien sûr, qu'elle arrive au centre de santé. OK. Merci, Dr. Oka. Y a-t-il d'autres questions? Il faut voir chez toi s'il y en a. S'il y a d'autres questions, vous pouvez lever la main pour poser la question. Des questions de clarification, mesdames et messieurs. Professeur, docteur Irie, Marius, avez-vous une question de clarification? Non, ça va pour moi, ça va. OK. Faut soulever la main, j'ai appelé. Docteur Margaret Kwasi, avez-vous une question de clarification? Docteur Baguidi, Patrick, bonjour. Avez-vous une question de clarification? Docteur, il y a 2 mains levées. OK. Ceux qui ont la main, vous poser la question. Docteur Margaret Kwasi. Allez, posez la question, s'il vous plaît. Oui, docteur V, je suis professeur à bas, je suis avec Madame Margaret. Elle suit ça dans mon bureau. J'ai des difficultés à manipuler mon téléphone. OK. Donc, j'appelle de ton téléphone. OK, merci beaucoup. Donc, je disais que je suis professeur à bas. Ma question, c'est de savoir chez ce malade, quel était s'il y avait des signes d'hémorragie périphériques concernant les muqueuses, les conjonctives, il n'y a pas de signes d'hémorragie au niveau des gencives, au niveau cutané, il n'y a pas de lésions purpuriques. OK, merci, cher maître. Puis, est-ce que le taux de plaquettes était à combien? Voici mes préoccupations. OK, merci beaucoup. Docteur Oka, vous avez entendu les questions? Oui, j'ai entendu, j'ai entendu. OK. Effectivement, il n'y avait pas de saignement en dehors, bien sûr, des saignements vaginaux. Parce que, comme on a dit, au cours de la consultation du 22, il n'y avait pas du tout de notion de saignement. Les plaquettes étaient autour de 150 000. J'ai ça en face de moi ici, 156 000, je crois. Voilà, 156 000. Plaquettes autour de 150 000, c'est ça? Oui, 150 000. 150 000, merci beaucoup. Voilà. Les blancs, 8,68. OK. Il y a le coccyte, voilà. Les plaquettes 152 exactement. Voilà, 152 les plaquettes, OK. Merci. Y a-t-il d'autres questions de clarification? OK. Nous allons passer la parole à l'expert pour donner les questions de clarification. Docteur Olou. Merci bien. Vous avez la parole. Merci. Merci bien. J'ai pratiquement quelques questions à poser à notre référent. J'aimerais savoir, le centre où il exerce, est-ce que ce centre dispose d'un laboratoire où on peut réaliser une goutte épaisse? Et puis, ça va guetter. Docteur Olou, vous avez entendu? Pardon? Il a demandé, est-ce que le centre où vous exercez, on peut réaliser une goutte épaisse? Moi, oui, on peut réaliser une goutte épaisse. C'est un laboratoire avec un biotechnologie fonctionnelle. Elle était affectée par l'État de Côte d'Ivoire, donc on peut réaliser une goutte épaisse, effectivement. OK, merci. Docteur Olou, est-ce qu'il y a d'autres questions? Docteur Olou, est-ce qu'il y a d'autres questions de clarification? OK. S'il n'y a pas d'autres questions de clarification, nous allons passer aux recommandations sur ce cas. Qu'aurez-vous fait dans ce cas-là?
Mesdames et messieurs, vous avez la parole avant que l'expert ne fasse ses recommandations. Oui, je voulais intervenir, mais est-ce qu'elle me voit même? On vous voit. Professeur Bissanyele, vous voulez intervenir? Ouvrez votre micro. OK. C'est bon? Oui, on vous entend. D'accord. Non, c'est une question de clarification, hein, parce que tout à l'heure, quand il a commencé l'exposé, il a dit que la dame avait une fièvre et que d'emblée, la fièvre est rebelle au traitement par le paracétamol. Hein. Et puis après, dans la prescription, on voit encore une prescription par le paracétamol. Alors, qu'est-ce qui justifie l'utilisation de ce paracétamol chez une adulte dont on ne sait pas encore si elle est enceinte et tout ça? Et donc, je me demande pourquoi a-t-on prescrit le paracétamol sur cette dame? Deuxième question, c'est de savoir si cette femme, à l'heure où on parle de la distribution gratuite des Milda, pourquoi n'utilise-t-elle pas les Milda déjà pour se protéger contre les piqûres de moustiques? Étant donné que c'est une professionnelle, elle est enseignante, et donc elle devait comprendre l'intérêt de l'utilisation des Milda. Pourquoi elle n'utilise pas les Milda chez elle? Voilà, c'est mes deux préoccupations d'ordre général. Merci, cher maître. Docteur Oka. Oui. Vous avez entendu les deux questions du professeur? Oui, effectivement, j'ai entendu. En ce qui concerne le paracétamol, comme je l'ai dit, bon, quand on parle de rebelle, effectivement, le thème est un peu trop mal placé. C'est plutôt une fièvre qui s'amende et qui revient après l'utilisation du paracétamol. Ce n'est pas une fièvre rebelle en tant que telle, c'est une fièvre qui s'amende, c'est-à-dire qu'elle disparaît et puis quelques temps encore elle revient. Donc, c'est une fièvre intermittente malgré le paracétamol. Je crois que c'est le terme qui est plus approprié, une fièvre intermittente malgré le paracétamol. Elle se calme et puis elle revient. Pour la deuxième question du professeur, effectivement, c'est une dame, je l'ai interrogée, elle dit qu'elle n'aime pas du tout utiliser la moustiquaire. Ça, elle a dit ouvertement qu'elle ne supporte pas la moustiquaire. Elle semble être étouffée sous la moustiquaire. Voici un peu la raison pour laquelle elle n'utilise pas les moustiquaires. Le second élément de réponse, c'est qu'au moment où elle arrivait, comme je l'ai dit dans mon intervention, nous étions en rupture de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Parce qu'effectivement, il y avait une campagne de distribution gratuite de masques qui était censée se passer le mois de juin-juillet. Donc, en période de cette distribution-là, tous les moustiquaires avaient été, bien sûr, on n'avait plus été ravitaillés en moustiquaires. Donc, c'est la raison pour laquelle elle n'a pas du tout bénéficié de moustiquaires. Toutefois, nous avons insisté sur le fait que malgré qu'elle n'ait pas de moustiquaires, au moins elle pouvait s'en procurer soit à l'INHP ou d'un endroit approprié. Voilà, sinon, effectivement, elle n'aime pas du tout les moustiquaires. C'est la raison pour laquelle elle n'était pas sur moustiquaires. Merci. OK, merci beaucoup, docteur Oka. La docteur Comment? Bazinier. Docteur Bazinier qui a la main levée. Ouvrez votre micro, Docteur allez-y. Ba. Allô? Oui, bonjour, docteur Ba, allez-y. Bonjour, madame, c'est la sage Bomba. Oui, allez-y, madame la sage. Moi, j'aimerais savoir quelque chose. La dame, elle avait le palu et puis elle est venue au centre. C'est-à-dire, elle a reçu les doses de quinine avant d'aller recevoir les doses d'artéméter là-bas, n'est-ce pas? Non. Posez la question pour qu'il puisse répondre, madame. Madame la D'accord. sage. La dose de quinine qu'elle a reçue, vous avez dit un comprimé 3 fois par jour. C'est là surtout moi mon problème. Elle a 57 kilos.
Elle a 57 kilos. Donc, moi, je calcule, normalement, elle doit recevoir, parce que quand je calcule, je trouve 2,85. Donc, normalement, elle doit recevoir peut-être 2 comprimés ou 3 comprimés 3 fois par jour. Ok, d'accord. Docteur, Donc, vous avez je la vais parole pour avoir répondre. plus d'explications un peu sur la dose de quinine qu'elle a reçue. Et puis, bon, si elle a reçu avant d'aller recevoir les doses d'artéméter, merci. Merci beaucoup. Docteur Oka, vous avez la parole. Bonjour, par la deuxième, hein, effectivement, comme elle a dit, elle n'a pas reçu de dose au centre de santé, elle n'a reçu que le Kinimas comprimé. C'est après la référence au siège d'Abangoro, elle s'est rendue dans une clinique où elle aurait poursuivi le traitement à base d'artéméter. Donc l'artéméter était administré dans une clinique à Bangoro. Elle parle de la posologie. Elle dit pourquoi vous avez donné cette posologie à la dame de Kinimas. Elle veut comprendre la posologie de Kinimas administrée. 25 mg kilo jour réparti en trois prises. Donc, quand on calcule 25 mg kilo jour, on peut autour de 450 mg 3 fois. Donc, et comme il n'y a pas de dose de 450, on a pris 500 mg. Ok, merci beaucoup, docteur Oka. Donc, nous allons passer la parole aux uns aux autres pour les recommandations. Les recommandations, qu'aurez-vous fait dans ce cas? Mesdames et messieurs, vous avez la parole pour les recommandations avant les recommandations de l'expert. Il y a Dr Aboulaye qui a la main levée, s'il peut donner sa recommandation. Oui, merci beaucoup. En fait, moi, avant de donner les recommandations, je voulais poser une petite question d'abord au présentateur. Dans sa présentation, il a dit que la dame vomissait, donc avec la fièvre. Donc moi, je me suis dit que, d'autant plus que la dame vomit avec une fièvre. Un malade qui vomit avec une fièvre, logiquement, il devait l'hospitaliser. Donc pourquoi il ne l'a pas hospitalisé et puis il a préféré un traitement pour la voie orale, alors que la voie orale est vraiment risquée parce que si la dame vomit avec le traitement n'a pas passé. Donc l'échec était déjà prévisible. Donc je pense que dans ce genre de figure-là, c'est mieux d'hospitaliser le patient, ou bien si on n'est pas la possibilité de l'hospitaliser, c'est mieux de l'orienter dans un centre où on peut l'hospitaliser pour pouvoir bien faire la prise en charge. C'est ce que je peux dire dans ce genre de situation. Donc, notre recommandation, c'était en fait hospitaliser la dame à cause des vomissements, c'est ça? Okay. Oui, oui. Merci. Y a-t-il d'autres recommandations? Non, mais c'est une question qu'il a posée. Non, non, il a transformé en recommandation. En recommandation, il aurait dû hospitaliser, c'est ça? Oui. OK. On note la recommandation. L'expert va faire la synthèse. OK. Il n'y a pas de souci. Mesdames et messieurs, s'il y a d'autres recommandations? Mona Mboji qui a la main levée. Mboji? Ouvrez votre micro. Allez-y pour votre intervention. On ne vous entend pas. Si vous avez un écouteur, peut-être c'est d'enlever l'écouteur. On ne vous entend pas. Entendez maintenant? Voilà, c'est bon. Oui. Merci. Donc, je voulais dire, c'est pas forcément peut-être, oui, c'est une recommandation, un avis. Quand on a constaté le saignement après la quinine, c'est vrai qu'on l'a référé parce qu'il y a le symptôme de référence, mais est-ce qu'on ne pouvait pas mettre un traitement à base d'ACT? Comme c'était un palu non compliqué, classifié non compliqué à cette étape. Et voilà. Donc, c'était ça que c'est cette potentielle possibilité que je verrai, quoi. Merci. Docteur, ouvre ton micro. Oui, mon micro est ouvert. Mesdames et messieurs,
Y a-t-il d'autres recommandations? Merci. Y a-t-il d'autres recommandations, Monsieur Mamadou Doumia, Docteur Aminata Dramé? Y a-t-il d'autres recommandations devant ce cas de métrorragie au premier trimestre chez une dame qui a reçu du Kinimas? Qu'aurez-vous fait dans ce cas? S'il n'y a pas d'autres recommandations, je vais passer la parole à l'expert. Docteur Olou. Docteur Olou, est-ce que vous m'entendez? Vous êtes avec nous? Vous pouvez donner vos recommandations? Merci. OK, merci bien. Bon, il faut dire que pour ce cas clinique, c'est un cas qui est beaucoup fréquent dans nos différents centres de santé. Et souvent, nos prestataires de soins ont des difficultés de conduite à tenir vu les recommandations du ministère. Mais ce que je dois signaler au départ est que le paludisme au cours de la grossesse est considéré comme une forme grave du palud, à prime abord, du fait de sa physiopathologie. Parce que sur le plan physiopathologique, le paludisme, dans la littérature, on a deux types. Le paludisme périgestationnel, où le parasite est isolé dans le sang périphérique, et le paludisme placentaire, qui a des complications imprévisibles. Donc, du coup, sur cette base physiopathologique, on considère que le paludisme au cours de la grossesse est une forme grave du palud, en tout cas pour nous, gynécologues obstétriciens. Mais le ministre, du fait d'un problème de santé publique, le ministère a élaboré des directives où il faut traiter les femmes selon la forme simple et selon la forme grave. Et c'est ce que notre collègue a respecté dans sa prise en charge. Mais pour les recommandations dans ce cas, si on veut tenir compte des recommandations du ministère, dans ce cadre, il faut dire qu'au premier trimestre de la grossesse, le ministère n'autorise pas de CTA, c'est-à-dire n'autorise pas de CTA parce que avant que les recommandations du ministère ne sortent, on n'avait pas eu écho que ça pouvait être utilisé au cours de la grossesse. Donc, au premier trimestre, c'est la quinine qu'on utilise dans les formes simples. C'est la quinine qu'on utilise également en cas de contre-indication à la quinine. On ne sait pas ce qu'il faut faire. On passe directement à un traitement de la forme, selon la forme grave. Donc ici, ce qu'on devait faire, dès le départ, il devait mettre si on tient compte des recommandations du ministère, dès le départ, notre collègue devait, en dehors du Kinimas qu'il a administré à la patiente, il devait également prévenir les complications qui pourraient être liées, n'est-ce pas, à la physiopathologie du paludisme au cours de la grossesse, notamment. Il peut avoir un risque d'avortement, elle peut saigner également du fait de la placentite au cours de la grossesse. Donc, en dehors du Kinimas, il pouvait ajouter un antispasmodique pour éviter les contractions également, et puis ajouter des progestatifs. De façon simple, ajouter des progestatifs également pour pouvoir prévenir, puisqu'il peut avoir détachement du trophoblaste. Donc, du coup, avec les progestatifs, on va prévenir les fausses couches. Ça, c'est ce que je peux dire selon les recommandations du ministère, dans le cadre du traitement d'un paludisme simple. Mais au regard de son cas clinique, c'est une patiente qui vient pour des vomissements avec fièvre. Vomissement avec fièvre. Le traitement oral en termes de quinine, comme l'a dit tout à l'heure le collègue, c'est un traitement qui peut être inefficace. Donc, la première des choses, il serait intéressant de soit mettre en observation s'il ne peut pas hospitaliser cette patiente dans son centre ou bien l'hospitaliser dans un premier temps. Et il peut commencer le traitement
du ministère pour voir un peu l'évolution. Vous voyez un peu? Pour voir un peu l'évolution. Maintenant, dans le deuxième cas concernant la menace d'avortement précoce, ce qui est recommandé, d'abord, c'est une complication qui est survenue, pas forcément liée à la prise d'antéméter, parce que dans les effets indésirables concernant l'antéméter, il est nullement dit que les métrorragies étaient un effet secondaire de la quinine. Il est nullement dit dans la littérature. Okay? Donc, les métrorragies ici, on peut le mettre sur le compte des conséquences du paludisme placentaire. Donc, dans ce cadre-là, nous sommes dans le cadre d'un traitement de la forme grave du paludisme. Donc, selon le ministère, toujours dans la forme grave au premier trimestre, c'est la tésunate ou l'antéméter ou la quinine au besoin. Et associé à ces molécules, il faut toujours ajouter des antispasmodiques injectables en raison de 6 ampoules injectables dans la perfusion, parce qu'on doit pratiquement en 2 prises, et ajouter aussi des progestatifs injectables, puisque elle saigne, elle est hospitalisée. Donc, il faut ajouter des progestatifs injectables pour essayer d'éviter au maximum la fausse couche. Et si tous ces symptômes sont amendés, faire le relais par la voie orale en ajoutant de l'hydrogestan et du spasfon suppo, en plus de la quinine même si la patiente fait une réaction, c'est-à-dire elle fait une allergie à la quinine, maintenant il est préconisé, mais puisque ce n'est pas encore écrit dans les directives du ministère, il est préconisé qu'on peut aussi utiliser les CTA au premier trimestre de la grossesse. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à dire concernant le cas clinique. Dans un premier cas, cette patiente, on devait l'hospitaliser et la traiter. Si on doit la traiter selon les recommandations du ministère, s'il considère que c'est une forme simple du paludisme, il lui donne le Kinimas associé aux antispasmodiques et les progestatifs. Maintenant, concernant l'évolution de ce cas clinique qui a abouti à une menace, pour la menace, nous sommes au stade de complication. Donc, du coup, il faut hospitaliser la patiente, utiliser les directives du ministère concernant le traitement des formes graves du paludisme et ajouter un antispasmodique injectable, de la progestative, de la progestérone injectable, et selon l'évolution, faire un relais par voie orale, soit avec un CTA, vraiment si on veut s'en tenir aux recommandations du ministère, la CTA n'est pas encore utilisée, n'est pas encore appliquée, mais on peut utiliser les CTA au cours du premier trimestre. C'était CTA, bien sûr, au cours du premier trimestre de la grossesse. C'est ce que je tenais à dire concernant ce cas clinique. OK, merci beaucoup, Dr. Olu, pour ces recommandations. Envoyez des signaux pour dire merci à l'expert pour les recommandations. Est-ce que, Dr. Oka, est-ce que ces recommandations-là sont applicables dans votre structure? Je suis que... J'avais une question, une préoccupation posée par la sage-femme. Est-ce que notre expert peut donner des éléments pour améliorer la pratique par rapport à la dose? OK. Dr. Olu, par rapport à la dose de Kinimas recommandée, c'est combien? La posologie de Kinimas recommandée chez la femme enceinte. Votre micro, Dr. Olu, votre micro est fermé. Pour la posologie, on considère que la posologie du docteur Oka est exacte. Mais ce qui a manqué dans son traitement, il devait ajouter des antispasmodiques
et des progestatifs, puisque derrière, comme je l'ai dit, le paludisme gestationnel, il peut toujours avoir souvent un paludisme placentaire. Or, c'est le paludisme placentaire qui va entraîner les saignements du fait de la fausse couche qui va survenir. Donc, il va commencer par des saignements, des douleurs également. Donc, la posologie de docteur Oka est exacte, mais ce qui a manqué, c'est l'ajout d'antispasmodiques et de progestatifs pour éviter les complications qu'on a rencontrées donc, durant son traitement qu'il a mis en place. Ok, merci beaucoup, docteur Hall. Merci beaucoup. Docteur Oka. Docteur Oka, est-ce que vous êtes avec nous? C'était pour savoir si les recommandations du docteur sont applicables chez vous. Je crois à moitié oui. En ce qui concerne les antispasmodiques et les progestatifs, je crois qu'on peut le faire. Mais la manipulation de la TMT et de la tessunate, je crois qu'au niveau de notre centre de santé étant NSPC, ce sera difficile de manipuler. C'est pourquoi à ce stade-là, nous faisons la référence. Voilà, merci. Okay. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Oka. Mesdames et messieurs, nous allons passer à la présentation didactique de l'expert. Monsieur Konaté, vous pouvez positionner la présentation didactique de l'expert. Merci. Okay. Docteur Olou, vous avez la parole. Ok, bon, merci bien. Ma présentation de ce jour va porter sur la prise en charge du paludisme au premier trimestre de la grossesse selon le cas clinique que nous avons tout à l'heure vu. Donc, c'est pour apporter plus d'éclairage et de précision dans la prise en charge. Et ici, il faut retenir que nous sommes au premier trimestre de la grossesse. Donc, tout au long de ma présentation concernant la prise en charge thérapeutique, ça sera que les molécules au premier trimestre de la grossesse. Donc, pour ce topo, le plan suivant sera adopté. Après une introduction, nous allons évoquer les particularités physiopathologiques, paludisme au cours de la grossesse, donner les directives nationales de la prise en charge du paludisme au premier trimestre de la grossesse et enfin terminer par la conclusion. Pour l'introduction, le paludisme et la grossesse sont deux états qui vont s'aggraver mutuellement. Et au premier trimestre de la grossesse, on sait qu'il s'étend jusqu'à 14 semaines et c'est la période où le développement embryonnaire sera de mise. Mais au cours de ce premier trimestre, on n'a pas de prévention du paludisme. Donc, du coup, la patiente peut toujours contracter le paludisme. D'où il faut un traitement. Voilà. Pour le traitement, vu les évolutions, vu les recommandations du ministère, nous sommes limités donc dans la prise en charge thérapeutique du paludisme. Donc, nous allons donc évoquer qu'est-ce qu'il faut faire devant ce cas, comme notre maître Bissengene est là et qu'il est beaucoup plus en contact avec le ministère. Il va nous donner d'autres recommandations concernant donc la prise en charge du paludisme au premier trimestre de la grossesse. Diapo. Pour la particularité physiopathologique, je l'ai tout à l'heure dit, lorsque je donnais les précisions sur concernant le traitement, j'ai dit que dans la littérature, il y a deux types de palud qu'on peut rencontrer chez la femme enceinte. Alors, le paludisme gestationnel, c'est-à-dire qu'on isole, le diagnostic est fait directement dans le centre périphérique maternel comme tout paludisme chez tout homme, un homme ou un enfant. Mais la particularité de la femme enceinte est qu'au-delà de ce paludisme gestationnel, on peut aussi rencontrer le paludisme placentaire. Pourquoi on peut rencontrer le paludisme placentaire? Parce que le plasmodium a aime, comme je l'aime souvent le dire, aime beaucoup le placenta. Le paludisme, c'est la seule pathologie où le parasite adore le placenta. D'où
d'où les complications liées à sa présence au niveau du placenta. Diapo. Donc, comme je l'ai dit, concernant le paludisme placentaire, il faut dire que le globule rouge qui sera parasité va se retrouver dans le placenta. Et une fois au sein du placenta, il va avoir une réaction de l'organisme vu qu'il existe, c'est un corps étranger. Donc, il y aura une réaction de l'organisme. Donc, ce qui va découler sur le stress oxydatif, qui est une réaction inflammatoire avec sécrétion de radicaux libres et qui va donc aboutir aux conséquences liées donc les conséquences liées donc au paludisme placentaire. Diapositive. Donc, pour les conséquences liées au paludisme placentaire, d'abord, après l'inflammation, avec libération des radicaux libres, d'abord, le placenta va perdre, n'est-ce pas, sa fonction habituelle. C'est-à-dire, il aura une perte de sa fonction habituelle, va perdre également une altération de son développement et de sa structure, ce qui sera donc à l'origine, soit des différentes complications qu'on va avoir tout à l'heure, à savoir, il peut y avoir un retard de croissance si nous sommes au 3e trimestre de la grossesse. Au 1er trimestre, essentiellement, les fausses couches spontanées, les avortements, voire même les décès. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une grossesse arrêtée. Également, si nous sommes à un stade avancé, il peut également avoir un bébé qui a un petit poids pour son âge gestationnel du fait du manque du fait donc de la diminution de la perfusion placentaire. Et également, il peut aussi avoir la prématurité, c'est-à-dire un accouchement prématuré par rapport donc aux manifestations que j'ai citées sur diapo. Concernant les conséquences du paludisme placentaire, ce qu'il faut dire qu'au niveau du fœtus, comme dans le cas clinique que nous venons de voir, il peut avoir des saignements, donc un avortement. Ici, dans le cas clinique, nous avons vu une menace d'avortement précoce, mais souvent, il peut avoir un avortement, un retard de croissance si on est vraiment à un stade avancé de la grossesse. La prématurité, je viens de l'évoquer. Le bébé peut être de petit poids à la naissance du fait du manque de nutriments lors de sa croissance, du fait de l'altération de cette fonction d'échange entre la mère et du fœtus. Il peut aussi avoir le paludisme congénital à la naissance, c'est-à-dire le plasmodium peut se retrouver dans le sang périphérique, dans le sang fœtal, parce que la mère a transmis donc le paludisme à son bébé directement. Et également la mort périnatale qui peut être soit à l'intérieur comme en dehors donc après la naissance. Chez la mère, ce qu'on rencontre souvent, c'est la forme sévère. On parle la forme sévère selon, n'est-ce pas, donc les recommandations donc, de l'OMS. Il peut aussi avoir une infection du placenta, je l'ai évoqué tout à l'heure, et la mort maternelle liée donc à une anémie sévère également. Diapo. Quelles sont les directives nationales de la prise en charge du paludisme au 1er trimestre selon les recommandations du ministère de la Santé de Côte d'Ivoire? Il faut dire que selon la conception du ministère, il y a deux types de paludisme. Le paludisme simple et le paludisme grave. Donc, pour le paludisme simple, ce qui est recommandé également, c'est la quinine base au 1er trimestre de la grossesse par voie orale. Okay. Mais souvent, comme dans le cas clinique du docteur Oka, si la femme fait une allergie ou bien la femme a une intolérance à la quinine par voie orale, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, l'OMS, depuis novembre 2022, recommande les CTA. Les CTA comme l'artémidère et l'artémidère du bifenthrin, autorisés au 1er trimestre selon l'OMS. Mais
dans nos recommandations de mars 2022, on recommande les CTA qu'au deuxième trimestre, au troisième trimestre. Mais l'OMS recommande l'utilisation de CTA au premier trimestre. Et la combinaison qui doit être d'abord utilisée, c'est la Téméter et la lumefantrine. Mais si on ne dispose pas de la Téméter et de la lumefantrine, on peut utiliser les autres CTA, à l'exception de la tésunate et la pyronaridine, où il n'y a pas suffisamment d'études qui montrent qu'on doit l'utiliser. Vous comprenez? Ça, c'est les recommandations du ministère et de l'OMS. Mais comme sur le plan physiopathologique, on a dit que le paludisme chez la femme enceinte peut entraîner un paludisme placentaire qui a des conséquences sur l'évolution de la grossesse. Donc, pour prévenir ces conséquences, lorsque M. Oka reçoit une patiente qui considère comme paludisme simple, il lui donne la quinine et il associe toujours un antispasmodique et un progestatif pour éviter ces complications-là. Maintenant, si la complication survient, alors c'est une patiente qu'on doit hospitaliser avec un traitement approprié selon la forme grave du paludisme. Diapo. Maintenant, pour la quinine, j'ai cru entendre que les météorragies étaient directement liées à la quinine. Donc, je ne peux pas je ne peux pas dire que c'est vrai, je ne peux pas dire que c'est faux, mais selon la littérature, les effets indésirables de la quinine, c'est ce que j'ai énuméré ici. Mais il ne figure pas de météorragie. Okay, mais je sais qu'il y a une étude d'imputabilité qui est en cours pour attacher les météorragies à la quinine, mais on n'est pas encore à la fin de l'étude, donc on ne peut pas se prononcer sur ça. Mais ce qu'on sait, on sait que la quinine peut avoir des effets indésirables, notamment l'hypoglycémie qui est beaucoup plus connu, les troubles du cœur et puis tous les autres que j'ai cités sur ce diapositive. Diapo. Concernant la prise en charge du paludisme grave, là, il n'y a pas de souci particulier. Il faut hospitaliser la patiente. En première intention, il faut la tésunate injectable. En deuxième intention, la Téméter ou la quinine injectable. Et il faut toujours associer au traitement, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la forme simple. Il faut toujours associer, lorsque nous sommes en cas, comme dans le cas de la menace de fausse couche précoce, là, il faut toujours associer une perfusion d'antispasmodique et les progestatifs injectables ou vaginales. Tout va dépendre de là où, en fonction de la disponibilité donc, de ces différents produits-là. Sur la prise en charge des formes graves, il n'y a pas de souci. Généralement, c'est la forme simple qui pose souvent problème selon les recommandations du ministère. Diapo. Bon, je peux dire en conclusion que le paludisme au cours de la grossesse doit être considéré comme un paludisme grave. C'est ce qu'on doit retenir. Le paludisme au cours de la grossesse est un paludisme grave du fait qu'on ignore les conséquences du paludisme placentaire. On n'a pas de moyens actuellement pour dépister un paludisme placentaire dans nos différentes structures. Donc, il faut considérer que c'est un paludisme placentaire d'emblée et traiter en fonction des conséquences liées au paludisme placentaire. Voilà. Donc, la prise en charge doit être adaptée selon les niveaux de soins, comme chez M. Dr Oka, c'est un centre de santé urbain de premier contact. Donc, si vous croisez une patiente qui a le paludisme, qui peut prendre des comprimés, et bien qui ne vomit pas, mais qui peut prendre des comprimés, vous lui donnez la quinine associée avec des antispasmodiques et un progestatif. Si nous sommes dans un centre vraiment supérieur où on peut hospitaliser la patiente, en tout cas, c'est la bonne des indications. Donc, il faut tenir compte des antispasmodiques et des progestatifs selon la symptomatologie, comme je viens de le dire,
et la sulfadoxine pyrimétamine sont contre-indiquées au premier trimestre. On n'utilise pas ça. C'est au deuxième trimestre qu'on utilise. Et l'association antésunate pyronaridine ne sont pas encore autorisées, en dehors des autres CTA qui sont autorisées au premier trimestre de la grossesse. Diapo. Bon, pour faire ce travail, j'ai utilisé un certain nombre de références, et puis au nombre de 10 références. Je vous remercie pour vos aimables attentions. Merci beaucoup, docteur. Merci, monsieur l'expert, docteur Oulou. Merci. Merci pour tout ce que vous avez donné. Nous allons passer rapidement la parole aux participants. S'ils ont des questions, envoyez des signaux pour dire merci à l'expert. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Vous avez la chance d'avoir l'expert pour poser toutes vos questions. Mesdames et messieurs, vous avez la parole. Il y a une main levée. La main levée. Vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît. Docteur Aboulaye. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Je voulais poser une question concernant la prise en charge grave au premier trimestre. Exact. La Combien c'est là-bas? Le relais. Docteur Aboulaye, on ne vous entend pas. Vous ne m'entendez pas? Reprenez la question. J'ai dit, l'expert a dit dans la prise en charge du paludisme grave qu'il satisfaisait avec la téméter et qu'on appelle les quinines et puis la pésunate injectable. Maintenant, au niveau du relais, bon, le relais, il a dit qu'on devait faire avec les sels de quinine. Donc, moi, les quinines comprimées. Donc, moi, ma question, c'est est-ce que le relais peut se faire également avec les CTA, comme il a dit dans le cas du paludisme chez la femme enceinte? OK, docteur Oulou, on a la question. Docteur Oulou, vous l'entendez? Il dit, le relais peut se faire avec les CTA, mais pour l'instant, il faut des voies plus autorisées en Côte d'Ivoire pour qu'on utilise les CTA, parce qu'on ne tient compte que des recommandations du ministère pour prendre en charge nos femmes enceintes qui ont le paludisme. Sinon, l'OMS autorise les CTA, excepté le CTA, donc, ce que j'ai évoqué. Maintenant, si le ministère nous donne le OK, il n'y a pas de souci. Sinon, on peut utiliser les CTA. Selon les recommandations de l'OMS, on peut utiliser depuis de novembre 2022, on peut utiliser les CTA. Merci, mais docteur Oulou. Les recommandations sont sorties avant celles de l'OMS, donc on n'a pas tenu compte de ces recommandations-là pour qu'elles figurent dans les directives du ministère. Sinon, on peut utiliser. Merci beaucoup. Professeur Abba a levé la main pour poser une question. Cher maître. Merci. Allô? Vous m'entendez? Oui, professeur. Merci beaucoup. À mon tour, je tiens à remercier Dr Oka et l'expert du jour, ainsi que les organisateurs. C'est pas une question que je voulais poser, c'est une contribution que je voulais apporter pour dire que le paludisme au cours de la grossesse, on a les formes simples, les formes graves, mais surtout, quelle que soit la forme du paludisme au cours de la grossesse, ça rend la grossesse à risque. Et concernant les recommandations, jusqu'à présent, selon nos directives, les CTA ne sont pas recommandés au premier trimestre. Maintenant, la problématique qui a été soulevée par le docteur Oka, c'était surtout l'imputabilité de la quinine dans la survenue de cette métrorragie. Alors, je voulais m'attarder dessus pour dire que ça pose vraiment une analyse d'imputabilité.
Et le fait de rapporter et de consigner ça dans les fiches de pharmacovigilance, c'est vraiment salutaire. Et je pense que ces informations vont remonter jusqu'au service qui s'en charge. Alors, concernant quelles sont les circonstances dans lesquelles on peut avoir une métrorragie au cours de la grossesse chez une patiente qui présente un paludisme. D'abord, la grossesse elle-même peut être responsable de cette métrorragie. Ça fait poser le problème des métrorragies au cours du premier trimestre de grossesse. Je ne suis pas gynécologue pour entrer dans les détails de GU, de grossesse molaire, mais ici, dans notre contexte, dans le cas clinique, il faut d'abord voir l'implantation même fœtale, qui peut être source de saignement au premier trimestre. Et puis, l'irritation du col. Généralement, concernant l'irritation du col, ce qui est beaucoup plus évoqué, c'est les rapports sexuels au cours du premier trimestre de grossesse, qui font que souvent les femmes vont saigner. Mais ici, dans nos contextes, avant ce saignement, il y a eu un toucher vaginal. La question, en fait, j'essaie de donner quelques idées pour pouvoir faire la discussion concernant l'imputabilité même de cette déquinine. Donc, il y a eu un toucher vaginal qui a été fait. Est-ce que ce toucher vaginal-là ne peut pas être considéré comme un facteur d'irritation du col? En dehors de la grossesse elle-même, le paludisme lui-même peut être responsable de saignement chez la femme au premier trimestre de grossesse. En fait, dans la physiopathologie, il y a une séquestration des hématies parasitées dans le placenta. Et ça crée un phénomène inflammatoire qui peut être responsable de saignement. En dehors de ces deux circonstances, les sels de quinine dont on parle, dans leurs effets secondaires, on a la thrombopénie. L'expert même l'a montré tout à l'heure quand il montrait les effets secondaires. Il y a la thrombopénie et purpura thrombocytopénie. Raison pour laquelle j'avais demandé si à l'examen de cette patiente, il n'y a pas des signes de purpura, des lésions hémorragiques au niveau des muqueuses et au niveau cutané. Et les plaquettes étaient à quel nombre? Il faut fermer votre micro. Ceux qui n'ont pas la parole. Docteur Joseph, c'est qu'à votre micro est ouvert. Si les plaquettes ne sont pas perturbées, il n'y a pas une thrombopénie, s'il n'y a pas de lésions purpuriques ou échymotiques sur la peau, s'il n'y a pas des signes de saignement au niveau de la gencive, il sera difficile d'incriminer ici les sels de quinine. Donc, voici les trois circonstances dans lesquelles on peut avoir un saignement chez une femme au premier trimestre de grossesse avec un paludisme. Donc, je salue Dr Oka pour avoir rapporté ce cas parce que effectivement ces cas sont signalés, mais il va falloir vraiment qu'il y ait le service de pharmacovigilance se penche désormais sur ces cas et que les acteurs, les prestataires donnent les éléments nécessaires, l'examen clinique bien précis sur tout ce qui est muqueuse, etc., pour que lors de la pharmacovigilance, les gens puissent prendre des décisions. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Abba Thomas, pour cette contribution. Il y aurait des questions dans le chat. Docteur Kwasi. Oui, il y a des questions dans le chat. Oui, tu peux il y a rapidement me donner les questions. Est-ce que le traitement du paludisme est gratuit? Si oui, quels sont les médicaments prescrits gratuitement? Merci beaucoup. Professeur, docteur Olou. Il y a deux questions. Si le traitement est gratuit. Docteur Olou, vous êtes avec nous? Je suis avec vous. Je dis le traitement est gratuit. Chez la femme enceinte, le traitement est gratuit. Ça fait partie de la... Voilà. Il voulait savoir quels sont les médicaments concernés par la gratuité. Les médicaments concernés? Oh, la quinine, comme je l'ai dit tout à l'heure, la quinine, pour la prévention aussi, au deuxième trimestre,
il y a la sulfadoxine, pyrimétamine qui est donnée gratuitement aux femmes enceintes. Donc, tous les médicaments sont gratuits chez la femme enceinte en Côte d'Ivoire. Merci, docteur. Il y a une dernière main levée. Il y a une main levée, docteur Yannick Mukumba. Docteur Yannick, votre question. Merci beaucoup. J'étais un peu soulagé par l'intervention du professeur qui m'a aidé. J'avais des préoccupations en rapport avec la quinine au premier trimestre par rapport à la forme. Est-ce que toutes les formes étaient préjudiciables pour une femme enceinte? Chez nous au Congo, souvent on instaure la forme parentérale pour traiter une femme enceinte au premier trimestre. Je ne sais pas avec la quinine et nous partons de 7 jours. Je vis dans la présentation, on a parlé de 5 jours de prise en charge. C'était ma préoccupation. Et la deuxième, c'était sur le plan clinique ou paraclinique. Comment faire la différence entre le paludisme gestationnel et placentaire? Et comment y venir en cas de paludisme gestationnel? Sinon, ça risquait de se compliquer au paludisme placentaire. Merci. Merci beaucoup. Docteur Olou, je sais que vous devez aller en consultation, donc après cette question, on va quand même vous libérer. Les patients vous attendent. Il n'y a pas de problème. Ces questions, il a eu deux préoccupations. La première a été abordée par le professeur Abba et je l'ai même signifié aussi dans ma présentation. Mais concernant le deuxième niveau, quel différence peut-on faire entre paludisme placentaire et paludisme gestationnel? En tout cas, c'est une très belle question. Je sais que pour le paludisme gestationnel, ce sont les tests qu'on a l'habitude de le faire sur le sang périphérique. Mais par contre, pour le paludisme placentaire, ça relève de la médecine fœtale. Comment faire? Comment aller prendre un peu de sang au niveau du placenta et puis le techniquer? Ça relève de la médecine fœtale. Mais dans nos pays, nous, on ne peut pas le faire. On ne peut pas aller prélever un peu de sang placentaire pour le techniquer. C'est pour cette raison, on suppose qu'une patiente qui a un paludisme gestationnel, jusqu'à preuve du contraire, il peut aussi avoir un paludisme placentaire, d'où traité comme paludisme grave. Voilà. Donc, on n'a pas les moyens actuellement pour faire la différence entre les deux paludismes chez nous ici, parce que le deuxième cas, ça relève de la médecine fœtale. Merci, docteur Olou. Oui. Le professeur voudrait parler, professeur Bissangini. Oui, d'accord, ok. Merci beaucoup. Je voulais tout simplement remercier l'expert qui a fait une très belle présentation. Ma première recommandation, puisqu'on est pratiquement à la fin de notre séance, souhaiter vivement pour toutes ces questions-là, parce que quand il parle au niveau du ministère, de l'OMS et tout ça, nous souhaiterons que nous travaillions tous pour la santé en Côte d'Ivoire et que les gynécologues et les pédiatres viennent aux réunions du groupe scientifique d'appui au PNLP. C'est là qu'on peut harmoniser toutes les positions et trouver des solutions pour traiter nos patients. Pour ne pas qu'on dise, d'un côté, eux, ils ne respectent pas, et que de l'autre côté, on respecte les directives. Donc, demandez au docteur Olou de venir à ces réunions du groupe scientifique d'appui. Deuxième remarque, c'est que quand on écoute l'expert, on comprend très bien qu'il distingue deux types de paludisme chez la femme enceinte. Le paludisme gestationnel, comme il dit, et puis la phase placentaire avec toutes les complications. Mais il ne peut pas loin, c'est ce que nous disons. Même chez les sujets qui ne sont pas en grossesse, il y a la forme simple qui correspond au paludisme gestationnel, et puis il y a la forme grave qui correspond au paludisme placentaire. Parce que si tu veux, tu ne peux pas faire la différence comme ça, mais cliniquement, tu peux faire la différence. Donc, il ne s'inquiète pas, parce que quand on parle du paludisme grave, on parle également du placenta. Tout ce qu'il a décrit là,
On ne met pas ça à part. Donc, on sait très bien que le praticus placentaire, parce que le placenta est atteint, qu'on a toutes ces conséquences-là. Donc, moi, comme expert, qu'il ne fasse pas la différence, dit que la littérature, non, c'est la même chose. Le paludisme simple, on peut le classer comme un paludisme stationnaire, gestationnaire. Et le paludisme placentaire comme le paludisme grave qu'on décrit. Donc, à partir de là, on est tous d'accord, on va prendre des décisions qui puissent être appliquées partout. Mais si on reste dans la... dire voilà les données de la littérature, voilà les données du ministère, on ne va pas se comprendre. Il faut qu'ils viennent aux réunions pour qu'on puisse se comprendre et donner des messages qui puissent permettre à chacun de traiter correctement les patients. Alors donc, sur ça, je voudrais vraiment insister que les experts comme les pédiatres, les gynécologues viennent aux réunions du groupe scientifique d'appui. Et ensuite, faire des commentaires sur la question qui nous préoccupe ici, c'est est-ce que la quinine est incriminée dans les métrorragies? Ça, on ne peut pas le dire. C'est pourquoi le groupe scientifique d'appui a recommandé que tous les saignements que signalent les sages-femmes, lui c'est un expert de haut niveau, mais les sages-femmes signalent chaque jour qu'ils reçoivent des femmes qui viennent avec des saignements. Donc, qu'ils continuent de faire les déclarations de ces saignements qui surviennent, qu'elles observent chez les femmes enceintes. C'est donc en analyse de tous les dossiers par les services d'experts qu'on peut trouver qu'il y a imputabilité ou il y a une relation entre la consommation de la quinine et l'apparition des métrorragies. Sinon, d'emblée, on ne peut pas dire, on ne peut pas éliminer ça. Voilà donc les quelques 3 commentaires que je voulais faire. Encore une fois, je veux remercier tous les experts et toutes les informations qu'il nous a données. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Bissagnini. Merci pour cette invitation aux gynécologues, aux pédiatres à venir aux réunions scientifiques d'appui au PNLP pour mettre en place vraiment des recommandations pour le bien-être de nos gestantes. Merci, merci, merci à vous. Merci, docteur Olou. Mesdames et messieurs, on vous rappelle le feedback que vous devez faire. C'est important. On a besoin du feedback pour avoir les retours pour la documentation et pour faire nos rapports. Nous voulons vraiment vous inviter encore à présenter des cas. On a la prochaine session qui est le 24 juillet. Donc, on a besoin de vous. Monsieur les experts, merci. Merci au professeur pour son apport. Merci à Dr Abba. Je vais donner la parole à notre manager technique, Dr Kwasi, si elle a quelque chose à dire. Mesdames et messieurs, faites le feedback et ouvrez vos caméras. Bientôt, on va se dire au revoir. Docteur Kwasi, vous avez la parole. Merci, docteur V. Je pense que tu as tout dit. Voilà. Comme tu l'as dit, la prochaine session, c'est le 24. Et donc, inviter tout le monde à y venir pour pouvoir apprendre les uns des autres. Et également, nous vous donnons rendez-vous demain. On a une session sur le programme COVID long, la santé mentale et COVID long. Voilà. Merci. Merci beaucoup, docteur Kwasi. Mesdames et messieurs, si vous pouvez ouvrir vos caméras pour que nous puissions prendre vraiment des photos. Ouvrez les caméras, s'il vous plaît. Ouvrez les caméras pour quelques minutes pour prendre des photos. Et puis, bon retour chez vous. N'oubliez pas de renseigner. Oh, ça va, merci beaucoup pour votre présence. N'oubliez pas de renseigner le feedback. Nous avons besoin de vos retours pour que nous puissions nous améliorer. Nous avons besoin de vos retours. Merci beaucoup. Et j'invite toujours à présenter des cas. La prochaine session, c'est pour le 24. N'hésitez pas. Nous allons vous coacher. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est pour mettre en place des bonnes pratiques. Bon retour chez vous et que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine session. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir tout le monde. Merci, professeur Konaté. Merci tous nos chers maîtres. Merci. Allez, au revoir.